de l'âme. Et Freud ne dit nulle part que l'inconscient aurait un substrat matériel. Nulle part. Il dit même très exactement le contraire. L'inconscient est immatériel. Il deviendra chez Lacan métaphorique. Il se fait qu'aujourd'hui, quand je dis nous sommes dans une logique de corps judéo-chrétien, il y a le péché, il y a sa sexualisation par saint Augustin, mais il y a aussi l'idée que, avec Freud, on a fabriqué ce corps dont on dit qu'il est porteur d'un inconscient qui, peu ou prou, joue le rôle que jouait jadis l'âme. Combien de gens estiment aujourd'hui que si on a un problème d'angine, eh bien, ça a quelque chose à voir avec le fait qu'on a du mal à s'exprimer, que quelque chose nous est resté en travers de la gorge, que si on fait un infarctus, c'est parce qu'on a des problèmes de cœur, mais on a des problèmes parce qu'on aime 3 femmes en même temps et qu'on ne sait pas trop régler le problème, et d'un seul coup, comme par hasard, on ferait un infarctus. J'ai même eu une amie un jour qui est partie à la retraite, institutrice, et qui s'est mise à boiter, elle avait un problème à son genou, et elle s'est mise à dire « Oui, mais c'est normal, genou, J-E, trait d'union, nous ». Mon problème, c'est moi et les autres. Je pars à la retraite, donc c'est ma relation à autrui qui est problématique avec ce genou. Voilà pourquoi j'ai un problème de genou. Donc effectivement, la médecine dont on dit qu'elle est psychosomatique, elle fait quand même un peu songer à celle de Molière. On est dans des vraies logiques de Diafoirus dans cette configuration-là. Il existe un système neurovégétatif dont on ne parle pas. Il y a des médecins pour tout, pour toutes les parties du corps, mais ce système neurovégétatif n'a pas son médecin. Et il y a une espèce d'invisibilité, qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Si vous avez un problème d'œil, vous avez l'ophtalmo, si vous avez un problème de peau, vous avez le dermato, si vous avez un problème de cœur, vous avez le cardiologue, etc., vous avez même le proctologue. Tous les lieux du corps ont leurs spécialistes, et ce système neurovégétatif qui rend possible l'homéostasie du corps, c'est-à-dire qui fait que le corps est ce qu'il est, et pas autre chose, qui fait que le corps survit, que le corps s'effondre, que le corps disparaît, que le corps vieillit, que le corps souffre, etc., etc., il n'a pas son spécialiste. Parce que nous avons des médecins formés par le judéo-christianisme, par l'esprit du judéo-christianisme, et formés aussi par l'esprit du freudisme. Plutôt que de dire il y a quelque chose à voir de ce côté-là, parce que l'essentiel s'y joue, on préfère dire ça n'existe pas. Pas vu, pas pris. On ne sait pas comment ça marche, c'est là, mais on n'en a pas le souci. Or, il faudrait repenser dans des catégories qui sont des catégories presque post-occidentales. Je m'explique du moins. Il y a en France une façon de faire de la philosophie qui n'est pas du tout la même que dans les pays anglo-saxons et encore moins aux États-Unis. En France, on a des débats sur des idées. La République, majuscule. Liberté, égalité, fraternité, majuscule. Et tous les gens qui aiment la liberté l'adorent tant que c'est la leur. Si c'est la liberté des autres, ils aiment beaucoup moins. La fraternité, ils sont pour, mais avec les gens qui pensent comme eux. S'il s'agit d'être fraternel avec les gens qui ne sont pas comme nous, c'est quand même là que ça commence, la fraternité, avec les gens qui ne nous ressemblent pas, sinon il n'y a pas d'obligation à aimer ceux qu'on aime naturellement, eh bien on voit effectivement qu'il y a des problèmes, parce que nous sommes dans une logique idéaliste. Nous vénérons beaucoup plus les idées que la réalité. J'ouvre une parenthèse sur Michel Foucault, dont vous connaissez le travail sur l'histoire de la folie. Foucault n'a jamais rencontré un fou. Peut-être lui, c'était autre chose, mais il y a effectivement, autobiographiquement parlant, des choses à dire sur la folie de Michel Foucault. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Foucault? Il a travaillé sur les archives qui disaient la folie. Et ça, c'est très français. C'est-à-dire qu'on fait un livre, une grosse thèse très épaisse sur la folie, sur l'histoire de la folie, mais on ne s'intéresse pas à la folie, on s'intéresse aux archives qui disent la folie. Mais tout n'est pas dans les archives, tout n'est pas dans les textes. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été écrit que ça n'a pas eu lieu. Ce qui a eu lieu mais qui n'a pas été écrit, si ça n'a pas eu de témoin, ça a existé tout de même. Donc effectivement, quand il y a témoignage, qu'il y a quelque chose d'écrit, c'est que peut-être déjà il y avait motif à retenir ce qu'on a consigné par écrit. Ça veut dire effectivement qu'on se trompe en France en pensant qu'il faudrait disserter sur des idées ou qu'il faudrait disserter sur les archives qui disent le réel, beaucoup plus que sur le réel. On voit aujourd'hui d'ailleurs ce vers quoi on va. On est dans une espèce d'effacement du corps, et l'époque... Moi j'ai eu un vieux médecin quand j'étais jeune, quand j'ai fait cet infarctus, mon médecin avait été formé par des médecins du 19e, il nous disait « mais nous on avait appris à goûter les urines ». Quand on dit croque-mort, c'est pas par hasard. Le croque-mort est celui qui croquait vraiment le mort pour savoir s'il était vraiment mort. Aujourd'hui, je ne pense pas que vous avez appris à goûter les urines.
Et si vous nous en veniez à goûter l'urine de votre patient, je pense que vous auriez tout de suite un papier dans Le Monde ou dans Libération pour expliquer que vous êtes un pervers sexuel. Libé dirait que c'est génial, et puis, etc. Mais ça ne se fait plus. Pour quelle raison? Parce que vous vous occupez moins du corps que de l'archive qui dira le corps. Moi, quand je vois mon médecin, il ne me regarde pas, il regarde mes résultats d'analyse. Il regarde des papiers. Puis il y a des chiffres. Il me dit, les chiffres sont bons. Je dis, mais regarde-moi dans les yeux. Et comment je vais, moi? Il me dit, oh, les chiffres, ça va. Je dis, les chiffres, au-dessus de ceci, en dessous de cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Tu es en train de m'expliquer qu'il y a effectivement des chiffres en gras, ce n'est pas les bons chiffres, et puis les autres, en maigre, on dira, qui sont, eux, les bons chiffres. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous ne sommes pas réductibles aux archives qui nous disent. Et on est si peu réductibles aux archives qui nous disent que nous sommes très exactement le contraire de ce que les archives disent de nous. Nous sommes un corps. Et nous sommes une âme, mais cette âme n'est pas matérielle, n'est pas immatérielle. Cette âme est matérielle. De sorte qu'un corps faustien, c'est un corps qui se trouve rematérialisé. C'est un corps qu'on reprend dans sa totalité, la chair telle qu'elle est. Mais il n'y a que de la chair. Ça ne veut pas dire qu'il faut être bêtement matérialiste. Si le matérialisme était bête, ce n'est pas compliqué, il suffirait de reprendre la totalité des cellules qui constituent un corps, de disposer d'un shaker, de secouer, et on devrait avoir un corps. Ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a eu encore, pendant des années, des siècles même, on y est encore sur ce sujet-là, des oppositions philosophiques qui sont très françaises, en ce sens, entre tenants d'un vitalisme et tenants d'un matérialisme. Ça se joue au XVIIIe, avec des gens comme Bordeu, Deleuze, pas Gilles, mais un autre, et quelques autres, médecine de Montpellier, l'école de Montpellier, qui sont des gens qui réfléchissent sur cette idée que quand on a fait la somme de la matière qui constituait un individu, on n'a pas fait l'individu. Un individu, c'est la somme de la matière qui se constitue plus quelque chose d'autre. La vie, ils appellent ça la vie. Alors Bichat dira un petit peu plus tard, vous vous en souvenez, la vie c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. C'est pas si faux que ça comme définition, ça me paraît assez juste. Mais il se fait que, effectivement, les vitalistes ont dit la vie existe et elle n'est pas réductible à la matière qui la constitue. Sans matière, pas de vie, mais la vie c'est autre chose que la somme des matières ou des atomes qui constituent la matière. Et puis en face, on avait une école plutôt mécaniste, la Métrie, au XVIIIe siècle, qui écrit L'Homme-Machine, qui a lu Descartes. C'est un cartésianisme qui se manifeste dans le travail de la Métrie. Et la Métrie dit « il n'y a que de la matière ». Et Diderot dirait « diversement modifiée ». C'est-à-dire qu'il y a une matière, et cette diversification multiple fait que, eh bien, elle va donner un organe plutôt qu'un autre. Diderot, par exemple, dit « il n'y a pas 5 sens, il y a un sens qui est le toucher ». Et ce sens qui est le toucher, il va se modifier parce qu'on touche les sons avec l'oreille, on touche les images avec l'œil, on touche les parfums avec le nez, mais c'est toujours la même chose. Monisme contre dualisme. Monisme, il n'y a qu'un corps. Contre dualisme, il y a 2 instances. Et ce débat empoisonne, d'une certaine manière, la philosophie, la question de la philosophie médicale, l'épistémologie de la médecine, parce qu'on n'a pas à choisir entre vitalisme et matérialisme. Le débat a été piégé au XVIIIe siècle parce qu'on nous a dit le vitalisme qui nous met en avant la vie, c'est extraordinaire, c'est quelque chose qui nous échappe. Les catholiques se sont engouffrés dans cette affaire, les catholiques étaient vitalistes. Les matérialistes nous disent qu'il n'y a pas d'âme, ou s'il y a une âme, elle est exclusivement matérielle. Les matérialistes se sont engouffrés dans l'affaire, et ils sont souvent, sinon athées, du moins déistes, donc plutôt anticatholiques. Et on est resté sur ça, on est resté sur ce schéma, vitalisme d'un côté, et ça fait l'affaire de la droite, pour aller vite, de la droite catholique, contre matérialisme, qui ferait l'affaire plutôt de la gauche matérialiste, athée, déiste ou laïque. Il faut repenser ces 2 concepts-là en se disant qu'il faut en finir avec un corps schizophrénique, au sens étymologique, c'est-à-dire un corps coupé en 2. Il n'y a pas de corps coupé en 2. Le corps, c'est de l'âme, et l'âme, c'est du corps. Spinoza disait au XVIIe siècle que l'âme, c'est ce qui enveloppe le corps. On voit bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec une âme immatérielle. On voit bien que l'âme, la vie, et un certain nombre de concepts de ce type-là, sont des façons particulières de dire ce dont je disais tout à l'heure qu'il relevait du système neurovégétatif. Cette chose impossible à saisir et qu'on ne saisira pas tant qu'on n'ira pas voir à quoi ça ressemble, tant qu'on n'ira pas voir quels sont ses organes, quelles sont ses fonctions. Et y a-t-il une visibilité
c'est pas organiser la visibilité du système neurovégétatif tout en sachant qu'il existe et qu'il produit des effets. C'est un petit peu comme Dieu, on sait qu'il produit des effets, mais on ne le voit jamais. Et pourtant, il est. Et il me semble que si on veut en finir avec le corps judéo-chrétien, il faut aller voir de ce côté-là, c'est-à-dire un vitalisme qui n'oublie pas le matérialisme, un matérialisme qui n'oublie pas le vitalisme, et qui soit susceptible d'aller voir ce qui, dans le corps, fait le corps. Parce qu'assez probablement, on pourra résoudre à ce moment-là la question de l'effet placebo, qui n'est pas rien. Le fait d'aller chez le médecin, le fait déjà d'avoir obtenu rendez-vous chez le médecin. On ne va pas bien, on appelle le médecin qui dit « je vais passer », ça va mieux. Il s'est déjà passé quelque chose parce que la parole soigne. C'est vieux comme le monde. Ce n'est pas Freud en fait commerce, avec toute la bimbloterie qui est la sienne, mais c'est aussi vieux que Socrate. Il y a un philosophe sophiste. Sophistes à l'époque sont des gens qui enseignent, qui se font payer pour donner des leçons, parce qu'ils viennent du peuple et ils sont des gens modestes, donc ils ont besoin de vivre, ce n'est pas du tout par vénalité. Et Antiphon d'Athènes dit dès cette époque-là qu'on peut soigner par le verbe. On peut aussi tuer par le verbe. On le sait très bien. J'ai accompagné ma compagne pendant 13 ans dans un cancer et elle est décédée. J'ai rencontré des médecins qui peuvent sauver avec des mots, qui peuvent tuer avec des mots, qui peuvent balancer des informations qui sont mortelles. Et donc, on sait très bien que ça commence là aussi, le corps faustien. C'est-à-dire savoir que la relation qu'on a avec son patient est une relation humaine. C'est triste d'avoir à le dire, mais on a affaire non pas à des archives qui disent un homme, mais à un homme. On n'a pas affaire à des idées qui constituent cet homme, mais à cette réalité de l'homme. Et on sait très bien qu'on peut annoncer des choses qui produiront des effets. C'est ce qu'un linguiste qui s'appelle Austin appelle le performatif. Et il dit ça dans un livre qui s'appelle « Quand dire, c'est faire ». Et si vous êtes marié, c'est souvent le cas de tout le monde, ou de la plupart, ou divorcé, ce qui est le cas aussi de la plupart, mais vous savez très bien... Oui, absolument. Que le jour où le prêtre, si vous croyez en Dieu, au maire, si vous êtes allé le voir, dit « Je vous déclare mari et femme », ça y est, vous êtes mariés. Eh bien, c'est ça, quelque chose de performatif. Quand vous dites, ça advient. Vous avez dit « Je te baptise », au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes baptisés. Vous avez dit « Je vous déclare mari et femme », vous êtes mariés. Je vous déclare démarié, vous êtes divorcé, etc., vous êtes divorcé. Eh bien, vous êtes tous, nous le sommes, hein, bien sûr, mais vous, en tant que médecin, vous êtes les maîtres du performatif. Vous devez savoir que dans le langage, vous avez les moyens d'agir sur le corps. Il y a des mots qui sauvent, il y a des mots qui tuent. Pas seulement. On sait bien que quelqu'un qui est dans un cancer en phase terminale, on peut avoir un certain nombre de mots, ils ne sauveront pas s'il est écrit que de toute façon c'est terminé. Mais il y a, avec les mots, la possibilité d'intervenir sur l'être même de l'être et faire de telle sorte qu'assez probablement, c'est une hypothèse que je vous soumets, c'est vous qui êtes dans l'empirique, hein, et qui produit des effets sur le corps. Et on sait très bien qu'on peut agir sur le corps. Le chamanisme, c'est ça. Quand vous avez dit que vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, etc., vous avez rendu possible la possibilité, même, chez le personnage à qui vous aurez dit ce genre de choses. Donc ne jamais oublier ce qu'est la médecine, et elle a été très bien définie par un médecin qui était aussi un agrégé de philosophie, Georges Canguilhem, qui a aussi réfléchi sur la question du vitalisme. Et Canguilhem, qui a été un médecin praticien et un agrégé de philosophie, disait « La médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences. » Un art au carrefour de plusieurs sens. Donc la science, c'est bien, mais n'oubliez pas l'art. La science, c'est une chose, effectivement, on peut très bien se cacher derrière la science, on peut très bien se cacher derrière les chiffres, on peut très bien se cacher derrière des radios, des documents, des archives qui disent l'être. Et quand on n'aura le souci que de l'archive qui dit l'être, on n'aura pas le souci de l'être. On sait très bien donc qu'on peut faire l'essentiel de son travail, non pas dans la partie la médecine est un art au carrefour de plusieurs sens, donc dans la partie du moins carrefour de plusieurs sciences, mais dans la série art. Art, c'est deux choses. C'est une technique, l'ars, à l'origine, étymologiquement. Hein, donc c'est l'art de faire des sabots, c'est l'art de construire une maison, c'est l'art de l'artisan, c'est celui qui est capable de fabriquer. Puis par la suite, c'est devenu effectivement l'œuvre d'art, avec la signature. La signature est tardive dans l'art. On a plein d'œuvres qui ne sont pas signées. Les cathédrales ne le sont pas. Et il y a un moment, effectivement, où on a la signature et où on a la naissance de l'artiste. L'artiste, c'est un voyant.
Et c'est un voyant au sens de Rimbaud. Je vous renvoie au poème de Rimbaud, où il parle, ça s'appelle la lettre au voyant, c'est une lettre qu'il envoie à son professeur, et où il explique, et je le crois, que les artistes sont des gens qui ont un temps d'avance, une vision d'avance. Les musiciens entendent le bruit que fera le monde quelque temps plus tard. Les poètes versifient le monde tel qu'il apparaîtra quelque temps plus tard. Les romanciers voient le monde ici et maintenant tel qu'il sera bientôt. On renvoie à Houellebecq et par exemple à son dernier livre. Il y a chez les artistes cette hypersensibilité qui a plus à voir avec le système neurovégétatif qu'avec la raison raisonnable et raisonnante. C'est de l'intuition. Ce vieux médecin que j'ai eu et qui a diagnostiqué un infarctus alors que j'avais mangé une omelette aux champignons la veille, il aurait pu dire « Ah, bah, vous avez une jolie diarrhée à cause des champignons, et puis voilà, puis le soir, j'étais mort. » Lui, il me disait « Mais moi, j'ai soigné longtemps avec les odeurs. » Il me dit « Mais je rentrais dans une pièce, je sentais la pathologie. J'avais à peine besoin d'ausculter, je savais déjà plein de choses. Il y a des odeurs, il était capable de les distinguer. » Nous avons eu cette formidable capacité de sentir, à tous les sens du terme, sentir au sens physiologique, mais sentir, ressentir, c'est-à-dire percevoir. Vous le savez, nous avons une possibilité de percevoir de manière olfactive, et bien ce qui nous permet de percevoir, si nous le mettons sur une surface, ça occupe la tête d'une épingle. Si vous faites la même chose avec un chien, ça occupe une surface de terrain de football. C'est-à-dire effectivement que vous pouvez ajouter un tout petit peu plus, 2 fois l'épingle si vous voulez, ce sera le double, ce ne sera pas beaucoup par rapport au chien, mais vous aurez des gens qui seront capables de sentir, donc de ressentir. J'ai un ami chirurgien qui a fait une thèse de philo en chirurgie et qui me disait de temps en temps, quand on fait le geste chirurgical, eh bien c'est délimité, et puis quand on fait le geste, eh bien on va un peu au-delà, on déborde. Et il me dit, on déborde. Et puis il me dit, on ne sait pas pourquoi on le fait, on a l'impression qu'on commet une erreur. Il me dit, bon, c'est pas très grave, voilà. Et puis après, sur les radios, on s'aperçoit que ça n'est pas une erreur. On a très précisément enlevé ce qu'il fallait enlever aussi, mais qu'on n'avait pas vu, mais qui avait été ressenti. Il y a toute cette part irrationnelle qui n'est pas déraisonnable, qui a disparu aujourd'hui parce qu'on est dans une logique ultra-scientifique, ultra-matérialiste, où on pense qu'un individu, vous ne saurez véritablement ce qu'il est que quand vous lui aurez pompé des humeurs, quand vous aurez analysé ces humeurs, quand vous l'aurez fait passer dans un scanner, que vous aurez obtenu des images et que vous l'aurez mis à distance. On met à distance ce corps-là, et puis on demande des informations, qui sont des informations à partir desquelles on va donner un diagnostic, ou établir un diagnostic. Moi, pendant très longtemps, que j'allais avec ma compagne et qu'on se retrouvait dans le bureau du cancérologue, il passait l'essentiel de son temps à regarder l'écran sur lequel il avait ces informations. Il ne nous regardait pas. Il regardait l'information, il commentait les informations. Il disait qu'il y avait eu chiffre ceci, il y avait eu ce chiffre-là avant, ce chiffre-là avait évolué comme ceci, ça voulait dire que ça. Mais peut-être ça voulait dire autre chose aussi, ça pouvait peut-être aussi dire ça, mais on n'était pas très sûr que, etc. Je pense que si dans le performatif, il avait regardé en face ma compagne, il aurait obtenu d'autres résultats. Je ne dis pas, entendons-nous bien, qu'on guérit des cancers en disant aux gens qu'ils vont guérir d'un cancer du simple fait que, logique performative, on le leur aura dit. Je dis juste, et souvenez-vous, j'ai parlé de Diafoirus, je dis juste qu'à un moment donné, on ne sera probablement plus là pour s'en apercevoir, mais on découvrira effectivement que la parole est une molécule, que les paroles sont des molécules, et que les paroles moléculaires agissent sur des molécules corporelles. Qu'il y a donc chez vous une dimension scientifique, c'est évident, qu'il y a une dimension chamanique, j'y crois, et qu'il y a une dimension d'artiste, j'y crois encore plus. Voilà pourquoi certains ont du talent, et d'autres n'en ont pas. Pourquoi des gens passent à côté de diagnostics pendant que d'autres les voient immédiatement, que des médecins étaient capables de sentir, de goûter, de toucher. Parce qu'il fallait regarder, il fallait humer, il fallait regarder la texture d'une peau, il fallait sentir l'odeur dans la pièce, il fallait regarder les cheveux ou toucher les cheveux pour découvrir un certain nombre d'informations, justement parce que c'est le corps réel qu'il faut soigner. Ce n'est pas l'idée du corps, ce n'est pas le corps judéo-chrétien. Ce n'est pas le corps qui serait d'abord une âme et ensuite une enveloppe. Non, c'est un corps total, c'est un corps global et c'est un corps entier. En ce sens, un corps faustien est possible. Simplement, si on prend les informations scientifiques pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire l'équivalent des sondages dans les périodes d'élection. C'est pas rien,
c'est pas tout, ça indique, il n'est pas question de dire mais jetons à la poubelle les chiffres qui vous sont donnés et puis devenons magnétiseurs, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'on peut faire un pas en direction de l'artiste. Vous devez faire un pas en direction de l'artiste qu'il y a en vous, et qu'on n'a pas sollicité, qu'on a même plutôt invité à se taire. On lui a dit, vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des médecins. Donc voilà pourquoi vous avez fait une formation, on a exigé de vous que vous soyez des mathématiciens, que vous soyez dans les sciences dont on dit qu'elles sont dures. Alors que parfois, il suffirait de faire écouter une sonate de Beethoven interprétée par 4 personnes et de demander que chacun nous explique en quoi les interprétations diffèrent. Parce que ça vous obligerait pour le coup non pas à dire ce que disent les livres, mais à écouter, mais à faire confiance à votre propre corps. C'est-à-dire de dire, je veux bien être obligé d'écouter. Un piano, une même sonate, 4 interprètes, vous écoutez les 4 interprètes et on vous dit, vous allez juger là-dessus. Le premier, il joue comment? Le deuxième, le troisième, le quatrième. Quelle est la différence entre le premier et le dernier? Qu'avez-vous pensé de ce mouvement-là interprété? Parce que d'un seul coup, il va falloir faire jouer son intelligence, plutôt que sa mémoire. Quelle est la part d'intelligence dans la formation des médecins? Vous le savez mieux que moi. Quelle est la part de la mémoire dans la formation des médecins? Quelle est la part de la science? Quelle est la part de l'art? Pas de l'art au sens ars, technique. Le beau geste, ce qu'il faut faire, on a tel type de symptômes, on dit paf, 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 ça doit être ça, puis on passe à ça, tout en sachant très bien que la plupart du temps, ce que vous faites, la nature le fait mieux. Moi, comme mon médecin, qui est un très bon copain, hein, au demeurant, il vient et me dit, tu as ceci, tu as cela, je te donne ceci, je te donne ça. Je dis, non, tu me donnes rien. Il me dit, mais tu prends bien ça, tel jour, telle heure, etc. Et puis dans 5 jours, ça va arrêter. Je dis, je te parie que si je prends rien dans 5 jours, ça s'arrête quand même. Parce que le corps fait le travail. Et après, on fait une erreur de causalité. On va prêter au médecin, au diagnostic, aux médicaments, un résultat que le corps aura obtenu lui-même. Alors après, il y a des choses qui font qu'on est obligé d'avoir recours, évidemment, au médecin pour des choses lourdes, pour des choses essentielles, pour des choses majeures, où il faut effectivement le bon diagnostic et des bons médicaments, entendons-nous bien. Je ne fais pas l'éloge de la disparition du médicament, je ne fais pas l'éloge de la disparition du diagnostic, je ne fais pas l'éloge du rebouteux, mais je dis effectivement qu'il faut retenir les deux bouts, la science et l'art. C'est-à-dire la capacité à dire, j'ai en face de moi un corps, c'est-à-dire une âme. Et cette âme, c'est la voie d'accès au corps. Elle n'est pas immatérielle, mais elle est la voie d'accès au corps. Je sais que vous avez trop de patients pour ça, et que je le vois avec cet ami qui n'arrête pas, qui est sur les rotules, c'est nuit et jour, c'est tout le temps, et il faut aller vite. Et vous avez des périodes, les rhumes, les angines, etc., les allergies et autres, qui font qu'on n'a pas trop le temps de s'adresser à l'âme. Ça va beaucoup plus vite de s'adresser à l'archive qui dit le corps, beaucoup plus que de s'adresser au corps, qui lui-même n'a pas besoin d'archives forcément. Parce qu'effectivement, il faut s'arrêter. Parce qu'il faut dire, je prends mon temps, racontez-moi ce qui se passe, ce qui a lieu, etc. Et on le sait très bien de temps en temps, que des pathologies du corps ne sont que des pathologies de l'âme, que grand nombre des pathologies du corps sont des pathologies de l'âme, et qu'elles se soignent pour le coup avec le performatif, et qu'elles ne se soignent pas avec les antibiotiques ou avec le sac de médicaments. Ma mère collectionne les sacs de médicaments, et elle a l'impression que si elle rentre chez le médecin avec aucun médicament, il n'est pas bon. Il ne m'a même pas pris l'attention, me dit-elle. Et je lui ai quand même donné, etc. Je dis, mais tu n'as pas forcément besoin de te prendre l'attention. Il peut se passer des choses autres qui font que tu n'as pas forcément besoin non plus d'une épicerie. Ramener de la pharmacie en disant, j'ai beaucoup de médicaments, je suis donc bien soigné et on s'occupe bien de moi. On écrira aussi un jour le rôle toxique, nocif et mortel des médicaments. Il y a des médicaments dont on nous dit qu'ils nous soignent et qui sont là, qui sont faits pour nous tuer. Regardez la liste impressionnante des effets désirables. Impressionnante. Et vous vous soignez pour quelque chose dont peut-être la nature aurait fait son beurre en peu de temps, et puis vous ingérez un certain nombre de choses, et vous intoxiquez le corps. Parce qu'effectivement, tyrannie de la science, tyrannie de l'archive, tyrannie de ce qui s'est dit, tyrannie de la mémoire, c'est ce qu'on vous a enseigné, c'est ce qu'on vous a dit, c'est ce que les maîtres vous ont dit, et c'est ce que vous diriez, ou vous direz, ou vous dites, quand vous avez affaire à des gens à qui vous transmettez ce genre de savoir. Vous n'allez pas transmettre un autre savoir parce qu'il est difficile de transmettre des techniques qui supposent le savoir empirique, la sagesse empirique. Comment transmettons 30 ans d'expérience de médecin?
Comment est-ce que ça se transmet? On transmet une clientèle, on transmet des savoir-faire, on transmet un certain nombre de trucs. Mais ce qu'on aura appris, et c'est pareil partout, c'est-à-dire le tour de main du cuisinier ou le geste du graveur ou ce genre de choses, on peut très bien, dans une logique initiatique, dire à celui qu'on aura prélevé, c'est la logique maçonnique théoriquement à l'origine, au départ, on a élu celui-ci dont on a dit, lui, je vais pouvoir lui transmettre mes secrets, mes techniques, mes savoirs, parce que je l'estime digne. On peut le faire, mais comment on fait pour transmettre l'art? La science, elle se transmet, l'art ne se transmet pas. Le savoir-faire, un certain type de savoir-faire se transmet, mais vous ne pouvez pas avoir l'expérience de celui qui voudrait vous la transmettre. Par définition, on sait très bien que l'expérience suppose l'accumulation du temps, l'exercice, et que ça ne se fera pas sans ça. Donc effectivement, ayez en tête, présent en tête cette idée que la médecine, elle évoluera, elle évolue déjà, et que vous avez déjà, entre votre formation et aujourd'hui, découvert tout ce vers quoi elle va. Et l'intelligence, c'est ça, c'est mettre en perspective des points, comme ça, a priori, vous avez des points, puis vous les reliez, et puis vous reliez tous ces points, puis à un moment donné, vous apercevez que ce point dessine une figure, dessine une ligne de force, une direction. Et ce sont des choses qu'on peut assez facilement voir. Et ce vers quoi nous allons, c'est pas très beau. Je pense qu'on a devant nous des périodes qui sont assez catastrophiques, parce que ce qui advient, c'est le pire de ce que je vous dis. C'est-à-dire, on va de plus en plus vers la science, de moins en moins vers l'art, et ce trajet qui nous conduit vers un intégrisme de la science nous conduit du côté de la transgénèse. Le transhumanisme est, hélas, l'avenir. Le devenir, on dira, parce qu'il y a dans l'avenir quelque chose de relativement positif, mais le devenir de ce vers quoi nous allons. Nous ne sommes plus que des êtres archivés. Depuis le décodage du génome, nous savons qu'effectivement, nous pouvons intervenir. Et nous pouvons intervenir terriblement. Ça freine aujourd'hui, parce qu'il y a des comités d'éthique qui font le nécessaire pour que l'urgence soit de ne rien changer. On ne touche à rien, on ne bouge pas. Et puis, une mondialisation de la médecine. Si vous voulez aujourd'hui penser la médecine dans notre configuration judéo-chrétienne, c'est terminé. Parce que la médecine, désormais, se pense de manière planétaire. Ce que vous ne ferez pas pour des raisons morales, d'autres qui disposeront de la technique le feront pour des raisons financières. Et on le sait très bien. Vous pouvez très bien dire aujourd'hui, on ne fait pas, nous, ce genre de choses, parce que déontologiquement, ça n'est pas possible, déontologiquement, ça n'est pas pensable. Vous ne pouvez pas choisir le sexe de votre enfant, vous ne pouvez pas choisir sa couleur d'yeux, sa couleur de cheveux, etc. On le peut techniquement. Au nom de quoi ne le ferait-on pas réellement, matériellement? Théoriquement, au nom de la morale. Mais que faire quand la morale judéo-chrétienne s'effondre? Quand il n'y a plus de morale et qu'on vous dit éventuellement, si vous ne le faites pas, vous, j'irai le faire ailleurs. On le voit bien aujourd'hui dans la logique de la procréation médicalement assistée pour les couples d'homosexuels. C'est interdit en France, donc vous pouvez le faire ailleurs, puisque des gens vous disent « nous, on peut ». Et puis après, vous revenez, la question est « que fait-on de cet enfant ?» Quel est le statut juridique? Quelle est l'identité de cet enfant qui arrive sur le territoire français? Eh bien, il devient lui-même français, puis l'affaire est réglée. C'est-à-dire, ce qui n'est pas possible en deçà des Pyrénées, comme dirait Pascal, est possible au-delà des Pyrénées. Et on le voit bien, cette question, qui fonctionne là actuellement sur des cas comme cela, fait la démonstration que la médecine rurale, empirique, qui supposait l'art, disparaît au profit d'une médecine non plus urbaine, mais planétaire, qui, elle, est complètement libérale. Libéral au sens premier du terme, c'est-à-dire c'est le marché qui fait la loi. Ça n'est plus la morale, ça n'est plus l'éthique, ça n'est plus la question du bien ou du mal, c'est la question du c'est rentable ou c'est pas rentable. Et je voyais ce matin, en regardant les informations sur mon iPhone, qu'en Iran, il y a des endroits où on vend des organes et où les choses se font très simplement. Les gens écrivent leur nom, ils mettent leur numéro de téléphone sur un mur et puis ils mettent à vendre un rein. Et vous pouvez acheter un rein et vous avez l'hôpital qui va régler toutes ces choses-là. Si vous avez aujourd'hui de l'argent, vous pouvez très facilement acheter un rein là-bas. Vous pouvez même les acheter en Chine où on sait très bien qu'on va vous les amener sur mesure. On tue des prisonniers politiques en fonction des demandes d'organes. Vous demandez un rein et on vous dit pas de problème. On va zigouiller celui-ci et vous avez un marché parallèle, ça se fait. Si vous avez de l'argent, il n'y a pas de problème.
On le sait très bien qu'il n'y a pas une médecine à deux vitesses, mais c'est pire que ça. Il y a une médecine à autant de vitesses qu'il y a de richesses. Le problème du transhumanisme, c'est ça. Je voyais l'autre jour à l'aéroport une de l'Express avec Luc Ferry qui vient d'écrire un livre là-dessus, et en disant « Nous vivrons jusqu'à 300 ans ». D'abord, c'est faux. Ensuite, quand on regarde certains, on n'a pas forcément envie qu'ils vivent si longtemps. Et puis, pour terminer, il aurait fallu dire, pour être juste, certains vivront jusqu'à 300 ans. Et le plus grand nombre va crever rapidement. Parce que c'est ça le problème, c'est la planétarisation de la médecine au nom de la partie science et au détriment de la partie art, parce que dans une logique qui devient celle du marché, vous serez obligé de suivre. Vous serez obligé de faire ici ce qui se fait ailleurs. Nous résisterons peu de temps. Et on sait très bien aujourd'hui que Google, par exemple, est en train de travailler au post-humain. Vous avez à peine eu le temps de travailler sur de l'humain, parce que vous avez travaillé sur un corps judéo-chrétien, que vous allez travailler sur un corps post-humain. Ça n'aura pas duré longtemps, le corps humain. Et ce corps post-humain, c'est effectivement celui qu'on va fabriquer sur mesure. Le corps dont l'identité deviendra artefactuelle. L'artefact, c'est ce qu'on ajoute au corps pour l'augmenter. Quand on a trouvé, il y a des dentiers dans la préhistoire, du moins des prototypes, des gens qui ont bricolé l'équivalent de dents pour que l'ancien, ou celui qui avait perdu ses dents, puisse manger. Donc on le sait, la médecine depuis toujours, c'est justement une contre-nature. C'est même une anti-nature. La nature veut que vous ayez perdu une dent, la culture fait qu'on vous en remet une. La nature fait que vous voyez de moins en moins bien, et bien la culture fait qu'on va intervenir sur vos yeux. Il y a des lancettes qui permettent d'intervenir sur les yeux, c'est du matériel qu'on trouvait chez les Égyptiens. On opérait déjà la cataracte. Donc on intervient dans une logique d'anti-nature. Eh bien, cette intervention dans la logique de l'antinature, je fais un infarctus à 28 ans, on dit on va essayer de le sauver, et pour certains, hélas, pour d'autres, tant mieux, je suis encore là, mais effectivement, il y avait la nature qui disait que c'était terminé, quoi. À une autre époque, eh bien, c'était terminé, Michel Onfray. On passait à autre chose. Donc, on sait aujourd'hui que le destin de la médecine, qui a toujours été l'antinature, voire la contre-nature, va être terriblement contre-nature. On va fabriquer, je ne sais quoi, mais l'ectogénèse, la possibilité de fabriquer des enfants en dehors d'un utérus, qui est lui-même relié à un corps, parce qu'on aura probablement des utérus en dehors des corps, dissociés des corps, on aura la possibilité de produire sur mesure des êtres dont les identités seront à repenser. Il y a une anecdote concernant le bateau de Thésée. Thésée était un héros grec, comme vous le savez, on a voulu conserver son bateau, et puis il y avait des planches qui pourrissaient. Et au fur et à mesure, on changeait des planches, une planche, puis une deuxième planche. Et puis à un moment donné, il n'y avait plus une seule planche du bateau de Thésée, mais c'était toujours le bateau de Thésée. À partir de quand ça cesse d'être le bateau de Thésée? Quand on enlève la première planche? Quand on passe à la moitié des planches? Ou quand on a enlevé la dernière planche? Question. Pour le corps, c'est exactement la même chose. On sait que la logique transhumaine va faire de telle sorte que dans cette hyper-médicalisation du corps qui ne deviendra qu'un objet, on pourra changer des pièces détachées. On le fait. On greffe des visages maintenant. Le professeur Lantieri fait ça très bien. J'avais écrit un texte il y a 15 ans sur ce sujet-là en disant que, bien sûr qu'il fallait défendre la greffe de visage, mais maintenant, voilà, on est en train de faire de telle sorte que des tétraplégiques puissent envisager qu'ils ne le seront plus parce que les pontages neuronaux permettront de resolidariser le cerveau et le reste du corps. Ben voilà, l'affaire est réglée. Ça veut dire qu'on peut envisager assez rapidement des greffes de cerveau. Qu'est-ce que je suis? Quelle est mon identité? Si je perds une jambe, je reste moi. Si je perds deux jambes aussi, un bras, deux bras, c'est un peu amputé, mais enfin, je veux dire que je reste Michel Onfray. J'ai un problème de cœur, on me met un autre cœur. J'ai un problème de vue, on peut me regreffer une cornée ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on peut me bricoler, m'enlever des organes, me rajouter des organes qui viennent d'autres corps, éventuellement greffer du vivant sur du mécanique, voire de la mécanique sur du vivant, c'est-à-dire me mettre une pile cardiaque pour stimuler mon cœur, etc. Quand est-ce que je cesse d'être moi-même? Je cesse d'être moi-même si on commence à toucher à mon cerveau. Et à ce moment-là, on sait bien qu'effectivement, ce qui meurt, c'est le corps. Ce qui meurt le plus vite, le plus rapidement, le plus évidemment, c'est le corps. Si on peut changer le corps tout en gardant le cerveau, ben voilà, vous aurez des corps de donneurs, et puis vous aurez des cerveaux qui transmigreront dans d'autres corps. Ce vers quoi, il me semble que mécaniquement,
Nous nous dirigeons. Mécaniquement, nous pouvons aller vers ça. Faut-il moralement l'accepter? De sorte que ce que nous vivons actuellement, c'est la fin d'un certain type de médecine, c'est l'avènement d'une autre médecine qui, elle, pour le coup, aura donné les pleins pouvoirs à la science. Je vous rappelle la définition de Canguilhem, un art au carrefour de plusieurs sciences. Ces sciences sont en train de faire la loi, l'art n'existe plus. Vous avez juste des individus qui se comportent comme des gens qui jouent avec le feu, en se disant, mais après tout, réjouissons-nous. Tous ces jeunes personnages extrêmement riches qui font toute la technologie d'aujourd'hui, iCloud, tous nos téléphones portables qui sont les logiques de servitude volontaire, toutes ces choses-là nous conduisent à grande vitesse de ce côté-là. Tout ce que vous faites sur Internet avec votre téléphone portable ou avec votre ordinateur vous donne l'impression d'être banal. Tout ça, quand c'est dans le nuage, comme on dit, constitue une identité. Et on est capable médicalement aujourd'hui, et vous le savez, et sûrement mieux que moi, on est capable de créer chez des gens, chez des souris pour l'instant, on est capable de créer des souvenirs de choses qui n'ont pas eu lieu. Théoriquement, vous dites, bah, attendez, si on se souvient de quelque chose, c'est que ce quelque chose, on l'a vécu. Je me souviens d'être allé à Rome, parce que je suis allé à Rome. On sait aujourd'hui, matériellement, faire de telle sorte que vous puissiez vous souvenir que vous êtes allé à Rome alors que vous n'êtes jamais allé à Rome. Vous allez le faire avec des souris pour l'instant. Il y a donc un moment où les données que vous laissez traîner dans votre nuage pourront être collectées, c'est déjà le cas, ça se fait, pourront être collectées et retransmises dans la matière neuronale de ce que vous saurez quand on aura greffé un cerveau qui pourra être un cerveau neutre, comme une espèce de cire qu'il faudra informer. C'est-à-dire que post-mortem, on vous reconstituera avec vos désirs, avec les photos qui montrent que vous êtes allé ici, que vous êtes allé là, donc vous aurez les souvenirs des photos que vous avez faites. Et donc vous aurez éventuellement les souvenirs de choses que vous n'aurez pas vécues, puisque vous vous retrouverez avec un cerveau qui n'est pas le vôtre. Vous voyez l'abîme vers lequel nous allons. Donc, il faut faire quoi ? Il faut évidemment envisager que, ce que je vous disais tout à l'heure en commençant, que le vrai travail philosophique n'est pas à faire par les philosophes. Les philosophes, la plupart du temps, dissertent sur les idées qu'on se fait du monde, pas sur le monde. Depuis la naissance de l'écriture, depuis la naissance du monothéisme, la vérité n'est pas dans le monde, mais la vérité se trouve dans les livres qui disent le monde. Et de la même manière que ce médecin donnait des informations sur le cancer de ma compagne en regardant sans cesse un ordinateur, eh bien, on a aujourd'hui effectivement des gens qui nous disent, pour chercher le sens de ce qui advient, je vais compulser des livres. C'est dans les livres, et on ne regarde plus le monde. Plus on regarde les livres, moins on regarde le monde. Et la philosophie occidentale, en tant qu'elle est idéaliste, en tant qu'elle a le culte de l'idée, en tant qu'elle évacue le réel, cette philosophie idéaliste nous met en dehors des nécessités. Il nous faut revenir au réel, non pas à l'idée du réel, ce que font les philosophes, mais au réel. Et qui mieux que vous, médecin, est mieux placé pour penser ce réel, pour savoir ce qu'il est. Il faut faire des états généraux philosophiques de la médecine. Il faut que l'épistémologie de la médecine, c'est-à-dire la discipline qui pense cette discipline-là et ce qu'elle est, puisse être faite par vous, pas par des philosophes. Je suis venu vous dire que ce n'est pas aux philosophes de faire ce travail, mais que c'était à vous parce que vous aviez les informations et que vous avez les bonnes informations. Et quand je écoutais tout à l'heure ce que vous disiez, je me disais, mais elle est là la réalité, c'est cette réalité-là qu'il faut penser. Vous savez ce qu'elle est. Elle est concrète, elle est empirique. Et c'est ce vers quoi il faut tendre le plus possible si on veut pouvoir agir sur le monde, plutôt que d'agir sur les idées qui constituent le monde. Voilà pourquoi j'estime que l'épistémologie ou la philosophie sont des disciplines que vous devriez pouvoir prendre à bras-le-corps, en sachant que vous n'en avez pas le temps, que vous n'en avez pas l'énergie, que vous n'en avez pas le courage, parce que quand il vous reste un peu de temps, vous avez juste envie d'un peu de distraction, d'un peu de télé, de cinéma, de repas avec vos copains ou de temps avec vos familles, et qu'on n'a pas forcément envie de se mettre à lire Canguilhem, ou de se mettre à réfléchir sur l'épistémologie de la médecine en se disant « mais ne laissons pas les ministres penser ces questions-là pour nous, ne laissons pas les politiciens penser ces questions-là pour nous. Y a-t-il aujourd'hui une politique de la médecine qui soit identifiable à prenez tous les candidats aux primaires que nous connaissons pour l'instant. Connaissez-vous leur programme de santé? Non, parce qu'ils ne le connaissent pas non plus, ils n'en ont pas. Donc ils sont dans le coup par coup, dans le bricolage, mais il n'y a pas de vision. Le propre de la politique aujourd'hui, c'est qu'aucun candidat n'a de vision.
ils ont tous des désirs de carrière, ils ont tous des désirs de puissance personnelle, mais aucun n'a de vision en disant à quoi ça doit servir la médecine, vers quoi ça doit aller, que serait une médecine française. La France a été capable d'inventer le principe de la Révolution, qui fut la Révolution française de 89, ça a été aussi celle de 93, mais celle de 93 a fusillé celle de 89. Moi, je suis un Girondin et pas un Jacobin, et je pense que dans la logique girondine, c'est vous, parce que vous n'êtes pas tous de Paris, c'est vous qui savez. Il y a des médecins de campagne, et le médecin de campagne est fort, jadis il était fort d'une aura, il était fort d'une puissance, c'est encore le cas, mais vous êtes fort d'une sagesse, d'un savoir, d'une sapiens, s'il faut utiliser un vieux mot. Et cette sagesse-là, elle disparaîtra en même temps que vous, elle ne disparaîtra pas si vous la mutualisez, si vous coopérez, si vous êtes capable pas seulement de faire des cabinets communs, mais de penser ensemble ces questions-là, de les penser en vous disant que peut-on faire, pas avec de la morale moralisatrice. Nietzsche avait inventé un superbe mot à partir des préfixes et des suffixes médicaux. Il parlait de la moraline, en nous disant que la moraline est une substance qui intoxique. La moraline, c'est la morale moralisatrice catholique des curés, si vous voulez. Eh bien, pensez sans moraline, mais pensez en éthicien, c'est-à-dire en gens soucieux d'éthique, parce que nous allons vers ça. Je ne suis pas bien sûr qu'on puisse résister contre ce vers quoi nous allons, mais ce que je sais, c'est qu'on peut du moins mourir élégamment. On peut faire de telle sorte que quand le bateau coule, ça marche pour la civilisation, ça marche pour la politique, on n'est pas forcément envie de chercher de quoi mettre des rustines sur le Titanic. Les gens disent, mais on fait quoi maintenant? Je dis, bah, vous savez, une fois que le bateau coule, c'est trop tard. Il aurait fallu ne pas faire un certain nombre de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, mourir debout. Être dans l'élégance, et il me semble qu'il y aurait de l'élégance à fournir un schéma qui pourrait être justement le schéma empirique de ceux qui pensent que dans la logique du fait que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, eh bien, il vous faudrait non pas faire preuve de votre science, parce que ça, vous l'avez, c'est acquis, c'est évident, mais faire preuve de votre art, de savoir ce qu'est cet art, de savoir comment il fonctionne, de ne pas le détruire. C'est ce qui déshumanise, c'est ce qui inhumanise, le fait que vous oubliez votre dimension d'artiste. Et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de fabriquer une espèce de programme intellectuel auquel je crois, qui serait susceptible de dire, eh bien, voyez, la France a produit ça, comme nous avons produit les droits de l'homme, comme nous avons produit la décolonisation, comme nous avons produit la Révolution française, comme la France a produit la philosophie des Lumières, et qu'il y a eu effectivement des pensées fortes, pour autant qu'elles aient été collectives, vous êtes susceptible, là où vous êtes, en vous mutualisant, en coopérant, de réfléchir sur ces questions-là, en disant ne laissons pas la philosophie de la médecine aux mains des philosophes. C'est beaucoup mieux quand ce sont les non-spécialistes qui philosophent, et c'est un philosophe qui vous le dit. Je vous remercie.